Si les inégalités entre les femmes et les hommes se réduisent lentement ces 20 dernières années, il reste un domaine où cela bouge encore moins, celui de la santé, en particulier celui des maladies cardiovasculaires. Des maladies qui sont la deuxième cause de mortalité féminine. 200 femmes décèdent d'une maladie cardiovasculaire chaque jour. Diagnostic tardif, traitement inadapté, sous-représentation dans la recherche médicale, une inégalité largement méconnue. Les maladies cardiovasculaires tuent en effet 6 fois plus que le cancer du sein chez les femmes. Y a-t-il des différences entre le cœur des femmes et des hommes ? Les femmes sont-elles moins bien soignées ? Et si oui, pourquoi ? On va voir ça avec nos invités. Je suis Margot de Frouville, chef du service santé de BFM TV. À ses côtés, Alain Ducardonnet, médecin, consultant santé BFM TV. Vous écoutez le podcast Santé, le podcast qui prend soin de vous. Claire, bonjour. Bonjour. Alors, je dis 35 ans et vous allez comprendre après pourquoi. Vous êtes infirmière. Absolument. Et vous avez été victime déjà d'attaques cardiaques, comme on dit, de crises cardiaques, de suscité cardiaque. On va y revenir en détail. À vos côtés, le docteur Stéphane Manzo-Zilberman, cardiologue à l'Institut de cardiologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Absolument. Et on vous dit bonjour d'ailleurs en même temps. On rappelle que le prénom Stéphane est un épicène. Comme ça, vous avez un mot nouveau. Ça veut dire que ce sont des prénoms qui sont hommes et femmes. Mm-hmm. Voilà, pas de cheval de bataille. Améliorer la prise en charge des maladies cardiovasculaires chez les femmes. Première question, peut-être, c'est que vous nous racontiez, parce que on s'est dit 35 ans, avoir le cœur qui défaille, avoir une coronaire qui marche pas bien. Comment ça s'est passé ? Eh bien, ce n'était déjà pas qu'une seule coronaire, c'était 3. J'ai fait ce qu'on appelle 3 syndromes coronariens aigus seuls dans la rue et qui ont été passagers sur quelques heures. Et comme je me suis sentie physiquement mieux après, je n'ai pas été chercher des soins, les cordonniers étant les plus mal chaussés, bien entendu. Vous n'avez pas voulu appeler les secours. Voilà, sinon ce n'était pas drôle. La 3e fois où ça m'est arrivé, c'était en pleine nuit. Donc les signes d'appel étaient bien plus inquiétants. J'étais au repos. Donc les douleurs relativement habituelles. Douleurs thoraciques, douleurs au bras gauche, douleurs à la mâchoire. J'ai joint les SAMU qui m'ont dit déployer une équipe, ce qui n'a pas été fait. Et une semaine plus tard, donc l'épisode où le docteur Silberman a eu la chance pour moi de pouvoir intervenir, j'ai appelé vers 2h du matin, donc le 18, qui a fait intervenir le 15. Et qui ont pu joindre... Donc les pompiers qui ont fait intervenir le SAMU. Voilà, en précisant que je souhaitais un médecin-pompier pour lire le CG. L'électrocardiogramme. Voilà, l'électrocardiogramme qui est l'examen qui permet de mesurer les différents rythmes électriques du cœur et donc leur normalité. Le docteur a constaté que c'était particulièrement anormal. Les régulateurs ont ensuite cherché à contacter au plus vite un bloc de coronarographie pour... C'est un examen radiologique qui permet, alors que la personne est éveillée, de pouvoir visiter, entre guillemets, mais le docteur vous l'expliquera mieux, les organes et diagnostiquer les organes dont le flux n'est pas idéal et poser des ballons puis des stents pour remettre ce flux normal en route, ce qui a pu être fait heureusement pour moi. Alors ce qui est vrai, cette histoire est une histoire assez banale globalement, mais ce qui interpelle bien sûr, c'est que ce soit une femme et qu'elle ait 35 ans. Et les chiffres vont dans ce sens-là ? Tout à fait. Alors que les maladies cardiovasculaires, en nombre absolu, il y a encore une majorité d'hommes. Donc ça, c'est que ce soit l'infarctus du myocarde, l'insuffisance cardiaque, l'AVC un petit peu moins. Mais ce qui est préoccupant, c'est que ça touche de plus en plus de femmes et de plus en plus de femmes jeunes. Il y a une augmentation constante d'infarctus du myocarde chez les femmes de moins de 60 ans. Et c'est une augmentation de 5% par an. Et on ne peut plus dire à présent que les femmes sont protégées, ce que l'on pensait jusqu'à présent. Il n'y a pas d'âge limite, et Claire en est un exemple. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est l'exposition à des facteurs de risque, et ces facteurs de risque sont de plus en plus nombreux et touchent de plus en plus de femmes. Claire, même vous employez le terme de syndrome coronarien aigu, c'est un infarctus ? Tout à fait. Alors, un infarctus, c'est lorsqu'il y a la mort de cellules du cœur qui ne vont pas se régénérer. Ces syndromes coronariens, c'est tout un ensemble. Ça peut commencer par des douleurs qui vont céder, très probablement ce qui s'est produit initialement chez Claire, donc une menace, ce qu'on appelle un angor instable. Donc l'artère la lumière de l'artère commence à se réduire, mais n'est pas totalement occluse. Et puis, l'infarctus, c'est quand l'artère se bouche totalement et qu'il n'y a plus de passage de sang, donc plus de passage d'oxygène.
Et les premiers symptômes, Claire, c'était quoi? Parce que vous avez dit que vous avez plusieurs épisodes. Alors, les symptômes sont un petit peu différents des hommes. C'est-à-dire que moi, les hommes ne présentent pas ce qu'on va dire de nausées, vomissements, ce qui est très présent. Relativement présent chez les femmes. On le remarque. Vous faites la moue. Oui. Là, je me permets d'intervenir pour simplifier le message. Le symptôme prédominant des syndromes coronaires, de l'infarctus, chez l'homme comme chez la femme, c'est la gêne dans la poitrine. Et Claire l'a décrit. La probabilité chez une femme est plus importante qu'il n'y ait pas cette douleur, mais c'est moins de 10% des cas, ou qu'il y ait beaucoup de symptômes associés ou d'autres symptômes. Nausées, vomissements sont plus fréquents chez les femmes, mais peuvent se voir chez les hommes également. Sont partagés, ça peut être des signes associés ou des formes sans douleur thoracique. Donc il faut rester très très simple, c'est une gêne dans la poitrine, qui peut être éventuellement associée à d'autres signes, nausées, sensation de vertige, grande faiblesse, quelque chose qui est brutal, inhabituel. Mais il y a toujours cette oppression, un peu cette gêne dans la poitrine ? Dans la majorité des cas, 80% des cas, et lorsqu'il s'agit de personnes jeunes, de moins de 50 ans, c'est même 90% des cas qui ont cette gêne dans la poitrine, qui peut être décrite différemment. C'est une brûlure, une pesanteur, un poids, une douleur. Donc là, il y a une grande variation de l'expression des symptômes, qui est beaucoup plus floride chez les femmes par rapport aux hommes. Mais alors on dit en général qu'il y a un retard au diagnostic. Ce retard, il est lié à quoi? Il est lié au fait qu'on ne pense pas que ce soit une femme qui puisse faire un infarctus. On pense qu'en fait, les professionnels de santé ont un petit peu cette habitude en disant que les femmes sont protégées. Et puis là, on appelle les secours et ils ne viennent pas. Alors, c'est évidemment un cumul. Déjà, les femmes ne pensent pas être susceptibles de présenter un infarctus du myocarde. C'est ce que vous pensiez, Claire? Vous pensiez que c'était pas pour vous l'infarctus? Je ne pensais n'être absolument pas concernée, étant absolument pas sédentaire, en bonne forme physique. Pratiquement du sport, plus de 150 heures. Donc elle n'avait pas le profil. Voilà, Alors Stéphane, oui, le retard. La femme ne pense pas être à risque. Parce qu'on ne lui a pas expliqué, parce qu'il n'y a pas eu de consultation de prévention et d'information. Et c'est pour ça qu'elles appellent plus tard le SAMU. Ça, on a des études. Et puis, il y a aussi la perception du côté des soignants, où lorsqu'on entend une femme jeune, dynamique, 35 ans, on n'y pense pas. Ce n'est pas possible. On va penser angoisse, fatigue, burn-out, charge mentale, mais on ne pensera pas maladie cardiovasculaire. Est-ce qu'il y a eu cette prise en compte des symptômes à l'appel au SAMU? On rappelle que quand ça décroche, c'est un assistant de régulation médicale, donc c'est pas un médecin. Non. L'assistant régulateur a pris mes symptômes tout à fait au sérieux, en sachant que je me suis présentée comme infirmière depuis 2012, je suis diplômée depuis 2012. J'ai eu la chance d'avoir le médecin régulateur au téléphone qui a pris mes symptômes en compte, qui a validé que le fait que c'était évocateur d'une détresse cardiaque et donc qu'il déclenchait une équipe. J'ai eu littéralement ces mots-là. Sauf que l'équipe n'est jamais arrivée. Donc ne s'est jamais présentée. Un souci de prise en charge. Je pense que c'est pas une problématique du SAMU général. Le SAMU fait relativement très bien son travail. Je pense que c'est extrêmement ponctuel. Dans un moment qui s'est mal passé, c'est tombé sur moi, c'est pas de chance. Alors, on évoquait quand même que dans tout ça, ça ne vient pas du jour au lendemain. On ne fait pas un infarctus quand on fait une grippe. Donc, il y a tout un terrain, tous des facteurs de risque. Qu'est-ce qu'il faut pister? Alors, en effet, dans la majorité des cas, on retrouve des facteurs de risque pour la forme la plus commune d'infarctus, celle dont on parlait quand l'artère se bouche totalement. Mais chez les femmes, il y a 5 fois plus de formes d'infarctus qui surviennent alors que l'artère ne se bouge pas. C'est ce qu'on appelle les MINOCA, les infarctus sans obstruction. Et là, ces facteurs de risque, on les retrouve moins. Mais c'est, 15% des cas d'infarctus chez les femmes jeunes. Donc on va parler des 85% qui sont des formes classiques où l'artère se bouche. Et les facteurs sont retrouvés comme chez les hommes, sauf que ces facteurs de risque vont avoir un impact beaucoup plus sévère. En premier lieu, il y a le tabac. 80% des femmes qui vont présenter un infarctus avant 50 ans sont tabagiques. Il y a l'effet de l'hypertension artérielle, du cholestérol, du diabète, qui sont plus délétères chez la femme par rapport à l'homme. La sédentarité, l'obésité, les antécédents familiaux également sont à rapporter. Et puis chez la femme, il y a des facteurs de risque qui lui sont spécifiques en raison de sa vie hormonale, gynécologique. Des maladies gynécologiques comme l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques augmentent le risque. Et puis les antécédents obstétricaux, toute complication
complication de grossesse va venir augmenter le risque de survenue. Par exemple, diabète gestationnel, hypertension gravidique, prééclampsie, qui multiplient d'un facteur 2 à 3 de présenter un infarctus du myocarde ou un AVC avant l'âge habituel de survenue de cette pathologie. Rétrospectivement, Claire, quels étaient vos facteurs de risque ? La cigarette, très clairement. Je ne bois pas, je ne mange pas mal. J'ai un métier stressant, donc je compense en fumant. Je compensais en fumant. J'ai fumé à un moment de ma vie jusqu'à 2 paquets par jour, ce qui est monstrueux. C'était à une époque où les paquets ne coûtaient pas 13 €, je suis en train de préciser. Bien entendu, depuis ce qui s'est passé, j'ai une diminution quasi totale. Quand je suis à domicile... Comment ça, quasi totale ? Vous n'avez pas arrêté de fumer, mais c'est insupportable. Au bout de 20 ans, je sais que certains praticiens ont du mal à l'entendre. Il y a une addiction psychique ainsi que physique qui se fait. Et c'est une habitude qui est à se perdre. J'ai remplacé en quasi-totalité par la cigarette électronique. Et je vais vers l'arrêt total. C'est le but dans les 3 prochains mois. Le tabac, donc, est vraiment la première cause chez les femmes de facteurs de risque, parce que... Et il y a quand même une chose qui m'a interpellé dans ce que vous avez dit. Est-ce qu'en fin de compte, les artères coronaires des hommes et des femmes sont les mêmes ? Alors, ils ne réagissent pas de la même façon, exactement. Face aux agressions que sont le tabac, le diabète, le cholestérol, les artères des femmes ne vont pas réagir de la même façon. Elles vont beaucoup plus évoluer vers de l'athérosclérose, c'est-à-dire des plaques qui vont se développer plus rapidement par rapport à celles des hommes. Après, le diamètre des artères chez une femme va être corrélé à sa surface corporelle. On ne peut pas s'attendre à avoir le même diamètre chez une femme d'1,60 m par rapport à un homme qui fait 1,80 m. Mais ce que vous dites est quand même interpellant, parce qu'on pense justement que les estrogènes, en particulier les hormones des femmes, les protègent de toute leur vie. Elles les protègent tant que ces hormones sont là, c'est-à-dire jusqu'à la ménopause. Elles les protègent, mais face aux agressions, aux facteurs de risque, elles sont complètement dépassées. Donc oui, les œstrogènes, c'est bon pour les artères, mais c'est pas indéfini. Et face aux agressions, la paroi des artères des femmes va réagir de manière beaucoup plus péjorative par rapport aux hommes. En quoi consiste la prise en charge ? Qu'est-ce qui s'est passé pour Claire, par exemple ? Eh bien, les artères étaient bouchées, il a fallu les déboucher rapidement. Donc, c'est ce qu'on appelle une angioplastie primaire, puisque c'est la technique de revascularisation, de reperméabilisation de l'artère en phase aiguë d'un infarctus. Et donc, on passe un petit guide et puis un stent. Un stent, c'est un cylindre en salle interventionnelle. On n'est pas des chirurgiens. Ça se fait en percutané, en passant un cathéter par l'artère du poignet et en écrasant ce matériel qui a bouché l'artère avec un stent. C'est un petit cylindre grillagé qui va s'impacter sur la paroi et rester dans la paroi en la maintenant ouverte. Ça doit être associé à des médicaments, certains au moment de l'intervention, durant l'hospitalisation, quelques mois, et puis certains qui devront être maintenus à vie. Et le plus important, ce n'est pas seulement de rouvrir une artère, mais c'est de la maintenir ouverte en prenant en compte ces facteurs de risque, en les corrigeant de la manière la plus efficace possible. Est-ce qu'on est plus à risque de récidive quand on a déjà fait un accident cardiaque ? Tout à fait, on est plus à risque. Par contre, ce qu'on sait, c'est que si on contrôle les facteurs, tabac, sucre, cholestérol, activité physique, eh bien, on décroît ce risque de manière très importante pour rejoindre quasiment, au bout de quelques années, le risque d'une population non atteinte. L'activité physique, c'est quand même bon même pour un cardiaque et même pour un coronarien ou une coronarienne. C'est bon pour tout le monde, a fortiori chez les femmes. C'est-à-dire que les femmes arrivent et ça c'est une étude récente nord-américaine qui l'a montré, c'est que pour un niveau d'exercice moindre, pour une durée d'exercice hebdomadaire moindre, les femmes tiraient un plus grand bénéfice en termes de réduction de la mortalité cardiovasculaire et de la mortalité toute cause par rapport aux hommes. Et en particulier dans la tranche d'âge 40-60. Donc il y a un peu d'injustice aussi, dans ce sens-là, pour une fois. Exactement, pour une fois, ça va dans ce sens. Je voudrais revenir sur ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire la vie hormonale. On a compris les estrogènes, ça protège, mais pas assez. Quid de la pilule ? Alors, la pilule, c'est beaucoup de choses. Ça peut être des œstrogènes plus des progestatifs ou que des progestatifs. Lorsqu'il y a des œstrogènes, il y a en effet des études, notamment sur des registres de scandinaves, danois, nous ont montré qu'il y avait un surrisque d'infarctus, d'AVC. Mais c'est à prendre
en considération à analyser, c'est des événements globaux qui sont quand même très rares et qui doivent être particulièrement pris en considération lorsqu'il y a des contre-indications. C'est-à-dire, on ne donne pas à tout le monde une contraception contenant des œstrogènes associés au progestatif. Il y a des contre-indications qui doivent être respectées. L'âge supérieur à 35 ans, on commence à sortir un peu des indications. S'il y a un tabagisme actif, s'il y a une obésité, s'il y a une hypertension non contrôlée, il y a des situations dans lesquelles l'apport de ces œstrogènes va être à risque, alors qu'elle peut être considérée comme sûre dans la majorité des autres cas. Donc qu'est-ce que vous conseillez ? C'est au gynéco de faire la balance bénéfice-risque en fonction de chacune ? Exactement. C'est à tout âge d'évaluer le bénéfice qui est certain, la contraception, par rapport au risque. Et le risque, c'est l'évaluation de l'ensemble des facteurs de risque cardiovasculaire. Quel est le niveau de tension et le cholestérol, où on en est, le sucre, l'activité physique et bien sûr l'absence de tabagisme. Et à l'autre bout, le traitement hormonal substitutif. Parce que les idées changent un peu. C'était affreux, il fallait faire très attention. Et puis là, même les Américains, ils disent, tout compte fait, c'est pas si mal. Exactement, il y a la levée du warning il y a quelques mois. Alors, de la même façon, le traitement hormonal de la ménopause a un effet protecteur, déjà curateur sur les symptômes de la ménopause qui peuvent être extrêmement invalidants. Il y a un bénéfice sur le risque fracturaire, sur l'ostéoporose. Alors, sur le risque cardiovasculaire, c'est plus mitigé. Et là encore, ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas d'athérome au moment de la prescription. Donc, au moment de la préménopause, où on commence à se poser la question d'un traitement, de l'arrivée de cette ménopause, eh bien, c'est le moment de faire le bilan. Où en est-on des facteurs de risque, de l'histoire gynécologique, obstétricale, et des facteurs hypertension, sucre, cholestérol, activité physique, poids, où en est-on ? Sur la méconnaissance et le besoin de faire passer le message au grand public et aux professionnels de santé, ça passe aussi par la recherche. On voulait vous montrer une vidéo de la fondation Cœur et Recherche. Je suis ménopausée. Tu as été victime de violences. Vous êtes enceinte ? Tu fumes ? Tu as du diabète gestationnel ? Tu as de l'endométriose ? Je suis stressée. Tu prends la pilule ? Ton cœur est concerné. Le cœur des femmes nous concerne tous. La santé cardiaque chez les femmes, c'est à toutes les étapes de la vie. Exigez un bilan cardiaque auprès de votre généraliste. Dans 80% des cas d'infarctus du myocarde, les femmes ont une douleur thoracique. Écoutez-vous, appelez le 15. À quel âge exiger justement ce bilan cardiaque ? Alors, je dirais qu'il n'y a pas d'âge. Pour commencer, la prévention, ça doit commencer le plus tôt possible par l'éducation à l'alimentation, à l'élimination des toxiques. Donc, ça doit être vraiment un principe sociétal. Après, chez une femme, le moment de la contraception, première contraception, c'est déjà un moment clé pour pouvoir évaluer le risque, les antécédents, l'existence d'une endométriose, d'un SOPK. Et puis, régulièrement, réévaluer ce risque cardiovasculaire, donc à toutes les étapes et tout au long, et puis corriger tout ce que l'on peut corriger. On ne doit pas minimiser, ce qui est souvent le cas chez une femme. Eh bien, il n'y a pas de petit tabagisme, il n'y a pas de petite hypertension, de petit cholestérol. Souvent, les femmes ont tendance à minimiser, et les professionnels de santé aussi. C'est une femme, elle est jeune, elle est protégée par ses œstrogènes. Eh bien non, et on a de plus en plus les informations grâce aux résultats de la recherche que plus on corrige tôt, mieux on va protéger. Et pour les femmes, c'est encore plus vrai. Claire, vous aviez eu l'idée éventuellement de faire un bilan, vous êtes dans le milieu pourtant, ça vous a jamais traversé l'esprit de vous dire tiens, je vais quand même faire un bilan, je fume, je devrais regarder ? Alors, je vous avoue qu'effectivement, oui, c'était quelque chose qui était prévu, mais j'attendais l'atteinte de ma quarantaine. Je pensais que... C'était vos cadeaux de 40 ans. Voilà, entre guillemets, je voulais faire un petit check-up total à 40 ans. Et j'ai pas eu le temps d'attendre, voilà, exactement. Vos plus jeunes patientes ont quel âge ? Alors, dans l'étude qu'on a réalisée sur l'infarctus chez la femme de moins de 40 ans, l'étude WAMIF, c'est une étude nationale, plus de 30 centres français, la plus jeune avait 19 ans. Après, il y a différentes formes d'infarctus, pas forcément liées à ces facteurs de risque dont on a parlé, notamment une forme qui est beaucoup plus fréquente chez les femmes, c'est la dissection coronaire spontanée. Et là, on doit y penser en cas de douleur dans la poitrine. Donc là, c'est une artère qui se déchire, en fait. Exactement. Souvent, c'est un petit hématome qui se crée dans la paroi, qui va réduire la lumière de l'artère, éventuellement déchirer la paroi interne, et ça va être un infarctus. Il faut y penser, même s'il n'y a pas ces facteurs de risque. Il y a des facteurs génétiques qui jouent ? En partie, il y a la fibrodysplasie qui est retrouvée dans la moitié des cas.
Mais pas seulement, il y a une recherche active qui est menée à ce sujet. On a besoin de comprendre mieux pourquoi les femmes, les artères des femmes sont plus fragiles, pourquoi elles vont faire ce type d'infarctus et comment améliorer leur pronostic, parce que encore aujourd'hui, et quel que soit le pays où a été réalisée cette étude, les femmes, lorsqu'elles présentent un infarctus, vont plus en mourir, ont un risque 2 fois plus important d'en mourir durant la phase initiale. Vous parliez de recherche tout à l'heure, et c'est un élément important. On dit aussi qu'en fait, il y a moins de femmes incluses dans les études, justement. On prend les hommes, peut-être parce que c'est plus facile, et parce qu'il n'y a peut-être pas les problèmes, en effet, de la vie hormonale. C'est toujours vrai, les femmes ne sont pas incluses dans les protocoles thérapeutiques pour la recherche, pour les médicaments ? Beaucoup moins, et en particulier en cardiologie. En particulier en cardiologie, dans les études interventionnelles, par rapport à la prévalence, l'incidence de la pathologie. Par exemple, pour l'infarctus du myocarde, on a à peu près 30% de femmes sur l'ensemble de la population qui présente un infarctus. Eh bien, c'est rare qu'elles dépassent les 20-25% dans des études ciblées. Donc c'est important d'inclure ces femmes. Alors longtemps, sur des études de médicaments, de dispositifs, il y a eu ce risque de grossesse qui a été un élément, un critère d'exclusion pour inclure ces femmes. Mais il faut également penser que les hommes inclus ont une vie reproductive et également. Donc il faut s'attacher et puis essayer d'inclure pour avoir une meilleure représentativité. Pour terminer, un motif d'espoir pour chacune d'entre vous ? On prend conscience, grâce à votre implication, également du risque d'exposition aux pathologies cardiovasculaires chez les femmes. On les croyait protégées, elles ne le sont plus autant que ça. Il n'y a pas d'âge. Également, il faut avoir un seuil diagnostique beaucoup plus bas pour pouvoir diagnostiquer à temps ces pathologies et, si possible, les prévenir. Et donc, l'implication de l'ensemble de la société pour une meilleure prévention, un meilleur contrôle de ces facteurs de risque, mais on s'y implique. Et puis, la formation des professionnels de santé qui doit être également améliorée. Claire ? Alors, en tant qu'infirmière au quotidien, moi, j'applique ce que le docteur Silberman m'a dit. Donc, arrêt du tabac dès que possible, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. C'est général. Pour moi, le tabac, quand on a des troubles de la santé, c'est quelque chose qui est vraiment pas recommandé du tout. Et puis, l'absence de sédentarisation, donc le fait de bouger, de faire du sport, d'avoir une alimentation équilibrée. J'essaye de faire de l'éducation thérapeutique auprès de mes patients, mais également auprès de mes proches, des gens que je rencontre au hasard de la vie. Je pense que parfois, sauver une vie, ça peut être le coup du hasard. D'un conseil entendu au hasard. Juste encore une petite dernière question, si vous me le permettez. Là, on a beaucoup parlé de cardiologie, mais est-ce qu'en fin de compte, les femmes sont globalement moins bien soignées que les hommes, pour toutes les autres disciplines ? Les spécificités sont encore insuffisamment étudiées et enseignées. Donc oui, si on a une moindre connaissance, on pourra moins l'appliquer. Donc il y a un champ de recherche à développer et améliorer en particulier notre formation. Merci beaucoup, merci Claire pour votre témoignage et merci au docteur Stéphane Manzo-Silberman, cardiologue à l'Institut de cardiologie de la Pitié-Salpêtrière. Et nous on se retrouve la semaine prochaine, ma chère Margot, et d'ici là, prenez soin de vous.